Bonsoir à tous et à toutes. Merci à vous de nous avoir rejoints pour cette nouvelle séance du webinaire Polycritique. Je suis Clémentine Fauconnier, maîtresse de conférence à l'Université de Haute-Alsace. Alors, mon intervention sera très brève puisque c'est moi qui vais animer. L'idée, c'est donc de laisser le plus de temps possible à nos intervenants et puis aux échanges avec vous. Je commencerai par des remerciements tout d'abord à l'AFSP de nous avoir proposé de consacrer une séance de polycritique à cette question aussi importante que vaste, que délicate de la société russe face à la guerre en Ukraine qui a commencé il y a aujourd'hui 3 mois. Merci aussi aux intervenants d'avoir accepté notre invitation. Et donc, je vais commencer par les présenter par ordre alphabétique. Donc, je commence par Françoise Dossé, qui est directrice d'études à l'EHESS, directrice du Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centres européens, donc le CERSEC, qui a notamment publié le 24 mars dernier dans AOC un papier intitulé « Comment la zone grise a recouvert la Russie » et qui pose cette question lancinante de savoir comment la société russe laisse le pouvoir politique mener cette guerre en Ukraine. Et je signale aussi que dans le cadre de l'ANR qu'elle dirige et qui s'appelle Résistique, sur les résistants du net en Russie, a été mis en ligne ces derniers jours un site qui récapitule les évolutions de l'Internet en Russie depuis 2010, aussi bien pour le volet répression que le volet contournement, etc. Et donc, je me permets de mettre un lien ici dès maintenant, si vous voulez regarder. Deuxième invité, Gilles Favarel-Garrigue, directeur de recherche au CNRS et qui est rattaché aux séries à Sciences Po, qui a beaucoup travaillé sur la lutte contre la corruption et plus précisément sur les usages, notamment politiques, de la lutte contre la corruption en Russie et ses effets sur la gestion, la domestication des élites, dans une perspective à la fois comparative et transnationale. Et depuis quelque temps, Gilles Favarel travaille aussi en collaboration notamment avec Laurent Gaillet sur le vigilantisme. Pour le dire autrement, les justiciers hors la loi, des acteurs qui parfois, pas toujours, mais quand même assez fréquemment, peuvent être connectés avec l'extrême droite, qui, c'est important de le dire dès maintenant, se porte assez bien en Russie, y compris parfois dans ses variantes les plus dures, ces versions néo-nazies, et j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir dans la séance d'aujourd'hui. Et donc je signale qu'il a publié avec Laurent Gaillet un ouvrage qui s'appelle « Fier de punir, le monde des justiciers hors la loi », qui est paru au Seuil en 2021. Last but not least, notre troisième invitée, Anne Le Héroux, qui est maîtresse de conférence en études slaves à l'Université de Nanterre, qui est rattachée à l'ISP, donc l'Institut des sciences sociales du politique, qui a à la fois beaucoup travaillé sur les formes contemporaines du patriotisme en Russie, dont on va être évidemment amené à reparler aujourd'hui, et aussi sur les guerres de Tchétchénie. Donc la Tchétchénie, je rappelle juste, c'est cette région séparatiste qui est située dans le Caucase, au sud de la Russie, et dont les velléités d'indépendance ont été réprimées dans le sang dès le début des années 90, région dont la mise au pas a été un des grands arguments de légitimation lorsque Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, avec évidemment des éléments de continuité qu'on pourra interroger. Et je signale que Anne Le Héroux a coordonné récemment avec Sylvia Serrano un numéro de la revue d'études comparatives Est-Ouest qui s'appelle « Anciens combattants et construction de l'État en URSS ». Je me permets aussi de mettre le lien. Et qui donc évoque les nombreuses guerres de l'espace post-soviétique, depuis l'Afghanistan, donc à l'époque de l'URSS, jusqu'à l'Ukraine, en passant bien sûr par la Tchétchénie et aussi l'Abkhazie, donc région séparatiste, sur le territoire de la Géorgie. Avant de vous passer la parole, je précise aussi que tous les trois, vous co-animez, avec encore d'autres, mais tous les trois, vous co-animez depuis maintenant plus de 15 ans, depuis septembre 2006, plus précisément, un séminaire à l'EHESS, qui s'est d'abord appelé « Sociologie politique de la Russie contemporaine » et qui maintenant, depuis quelques années, a été rebaptisé l'autoritarisme en question, gouverner et s'engager dans les sociétés post-soviétiques. Alors, cette évolution dans la désignation du séminaire, évidemment, elle n'est pas anodine, elle est tout à fait significative, à la fois sur la dynamique des sociétés post-soviétiques, notamment de la Russie, mais aussi sur l'objectif qui est poursuivi par ce séminaire, qui, à partir donc d'une très bonne connaissance empirique, ethnographique, qualitative de ces terrains, a donc pour but de monter en généralité et de contribuer à l'étude des formes contemporaines de l'autoritarisme, d'où on pourrait dire la résurgence de l'autoritarisme au XXIe siècle. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de citer Vincent Gesser, Olivier Daben et Gilles Massardier, qui en 2008 disaient de l'autoritarisme, je les cite maintenant, j'ouvre les guillemets, que loin de devoir être relégué au musée des horreurs politiques, l'autoritarisme retrouve aujourd'hui un intérêt scientifique majeur pour lequel la Russie peut être un des cas, la trajectoire de la Russie peut être un des cas emblématiques. Et donc, ce séminaire a pour objectif de faire dialoguer
aussi les spécialistes d'autres terrains autoritaires, mais aussi les chercheurs qui travaillent évidemment sur les contextes démocratiques pour voir comment la répression, la protestation se décline au-delà donc des distinctions entre les régimes, et donc de reposer la question sur ce qui distingue finalement aujourd'hui la démocratie de l'autoritarisme, le tout donc en utilisant les concepts généraux de la science politique. Alors, il existe une question classique en relations internationales qui est de savoir ce que la nature d'un régime politique fait à la politique extérieure de ce pays, de savoir si on est plus ou moins belliqueux lorsqu'on est une démocratie ou un pays autoritaire. Ici, ce qu'on va faire dans cette séance, c'est d'inverser finalement la question et de savoir ce que la guerre fait à l'autoritarisme. Le système politique russe est de plus en plus autoritaire depuis 2000. Néanmoins, on a assisté à une répression très importante à partir du 24 février 2022 de tout mouvement de protestation, avec donc des effets qui ne sont pas encore tout à fait mesurés, dont aussi la mesure pose des problèmes méthodologiques importants, ce dont on va aussi parler pendant cette séance. Comment, pour nous qui sommes désormais privés de notre accès au terrain, en tout cas physique, dans les semaines, voire les mois, peut-être les années à venir, comment nous continuons à travailler sur l'évolution du terrain russe, sur l'évolution de la société russe. Et donc, pour répondre à toutes ces questions, et savoir finalement ce que la guerre a fait à l'autoritarisme poutinien. Est-ce que ça a été un accélérateur ou est-ce qu'on peut au contraire, ou plutôt encore plus parler vraiment d'un décollage ou d'une rupture décisive sur les méthodes de répression, mais aussi dans la façon dont cette répression est contournée. On va tout d'abord donc entendre Françoise Dossé qui va nous parler donc des médias et de l'espace public, comment on informe en temps de guerre en Russie et comment s'informe-t-on, donc pour le pendant société, en temps de guerre en Russie. Merci beaucoup Clémentine pour cette introduction et ces présentations. Merci à l'AFSP pour l'organisation de ce webinaire sur la société russe face à la guerre. Donc effectivement, je vais essayer d'apporter quelques éclairages ou quelques éléments de compréhension pour essayer de voir ce qui se joue dans la société russe actuellement et depuis le 24 février, donc depuis 3 mois exactement. Et mes éclairages sont forcément un peu partiels ou un peu impressionnistes parce que, comme ça vient d'être dit, nous faisons face à des difficultés d'enquête évidemment très importantes puisque nous ne pouvons plus nous rendre actuellement en Russie. Et donc, pour ce que les éléments que je vais apporter maintenant vont s'appuyer sur mes travaux antérieurs, en fait, et voilà, les enquêtes que j'ai pu mener par le passé, ainsi que sur des observations et sur des témoignages indirects, disons, qu'on réussit à obtenir en mobilisant nos réseaux. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe dans la société russe face à la guerre? Je vais essayer de concentrer mon propos donc, sur la question des médias et d'Internet en Russie aujourd'hui pour essayer de voir ce que l'on sait de cette guerre dans la société russe, c'est-à-dire que savent les citoyens russes aujourd'hui de ce qui est en train de se passer en Ukraine et de la violence des combats qui se déroulent en Ukraine. Que sait-on donc dans la société russe et en quoi cela façonne-t-il les opinions et éventuellement ou pas l'acceptation du conflit. Donc immédiatement, il faut évidemment rappeler que la censure et la propagande dominent dans l'espace médiatique russe depuis le 24 février. Et la parole critique qui s'est brièvement exprimée au début du conflit, notamment sous la forme de pétitions, de manifestations. Il y a eu une parole contre la guerre qui s'est exprimée brièvement au début du conflit, mais qui n'est plus audible aujourd'hui en raison effectivement des contraintes très fortes qui pèsent sur l'espace public en Russie. Alors, quand on parle de propagande et de censure en temps de guerre, évidemment, ce n'est pas propre à la Russie et ce n'est pas propre non plus au temps présent. C'est-à-dire que les périodes de guerre sont effectivement des temps de censure et de propagande pour, d'un côté, mettre l'opinion du côté du pouvoir et pour, de l'autre, déshumaniser l'ennemi pour mieux justifier la violence à son encontre. Et il existe en fait une croyance politique forte dans l'influence des médias sur l'opinion publique en temps de guerre et l'information étant considérée comme l'une des armes de la guerre. Alors, qu'est-ce qui change dans ce qui est en train de se jouer sous nos yeux dans cette guerre médiatique qui accompagne les opérations militaires engagées par la Russie contre l'Ukraine?
Alors, ce qui change peut-être, c'est que la censure et la propagande s'exercent dans un contexte marqué par la coexistence des médias dits traditionnels et d'Internet, puisque la censure s'inscrit à la fois donc, dans une forme de verticalité du contrôle des médias, mais doit aussi s'ajuster en permanence aux caractéristiques d'Internet et à la fluidité de la circulation de l'information sur Internet. Ce qu'on observe, donc, c'est l'inventivité des outils d'emprise sur l'information en Russie, qui ne se limite donc pas à la censure institutionnalisée à l'ancienne, d'une certaine façon, mais qui emprunte aussi aux possibilités de la circulation de l'information en réseau. Et en regard de ces contraintes, on constate aussi l'inventivité des journalistes et des médias indépendants, mais aussi des publics critiques pour contourner la censure et accéder à des contenus interdits ou bloqués en Russie. Et donc, je dirais que l'espace médiatique, l'espace public en Russie est probablement un peu plus complexe que celui qu'essaye de donner à voir la censure et la propagande, et que se pose donc la question de la réception de ces divers contenus dans la société russe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sait dans la société de ce qui est en train de se passer? Alors, je voulais revenir d'abord sur une rapide présentation de ce qu'est la propagande et de ce qu'est la censure en Russie aujourd'hui, pour discuter ensuite de comment on s'informe dans la société russe. Donc, rappeler d'abord ce qu'est la propagande en disant que l'espace médiatique en Russie est dominé par de grands groupes médiatiques, publics ou parapublics, qui concentrent en fait les ressources à la fois administratives, économiques et techniques, et qui se sont beaucoup renforcées depuis une vingtaine d'années. Donc, il s'agit évidemment des grandes agences de presse, dont certaines héritées de la période soviétique, comme l'agence TASS, des grandes chaînes de télévision, le Premier Canal, une chaîne qui s'appelle Russie 24, des principaux titres de la presse écrite, mais aussi, et c'est peut-être un peu plus original, beaucoup de médias en ligne qui ont été rachetés par des entrepreneurs proches du pouvoir, qui ont été investis par des journalistes loyaux à la ligne patriotique, et qui publient des contenus donc, en faveur de la guerre, mais dans des designs qui empruntent à ces designs très modernes et numériques, disons. Donc voilà, dans des formes qui sont tout à fait ajustées à la communication très contemporaine. Et il faut préciser aussi que cet encadrement des médias s'appuie sur les grands acteurs nationaux du numérique, puisque en Russie, la Russie dispose en fait de son propre moteur de recherche porté par la société Yandex, qui est la grande société numérique russe, donc, qui a son propre moteur de recherche et qui a aussi un agrégateur de nouvelles, donc qui fonctionne sur une base algorithmique, qui classe en permanence les nouvelles importantes du moment. Et cet agrégateur de nouvelles est extrêmement encadré en fait voilà, par des dispositifs assez complexes. Il faut rappeler aussi qu'en Russie fonctionne un réseau social qui est un réseau national, qui est Contact, qui est l'équivalent du Facebook russe et qui est là aussi très fortement contrôlé par l'administration de surveillance d'Internet. Voilà, et donc ces médias publics et parapublics diffusent une propagande qui repose sur deux aspects. D'une part, comment dire, mettre en scène ou créer ou essayer de contribuer à l'union sacrée et à l'union nationale donc, dans ce contexte de guerre, en insistant sur l'union de la société russe face à l'Occident collectif décadent qui cherche à pervertir l'Ukraine et qui veut attaquer la Russie. Donc ça, c'est le premier aspect, renforcer l'unité nationale. Et le deuxième aspect, c'est déshumaniser l'ennemi pour mieux justifier la violence des combats, en affirmant que l'Ukraine est gouvernée par des nazis et par des toxicomanes qui commettent des crimes contre leur propre population, comme à Boutcha, et qu'il convient donc de dénazifier. Donc je caricature un peu quand même, mais c'est à peu près ça le narratif de ce qu'on entend dans les principaux médias russes. Deuxième aspect de ce contrôle de l'espace public, c'est la censure
Il existe en fait en Russie, où il existait avant la guerre, des médias indépendants ou alternatifs qui essayaient de proposer d'autres types de contenus et qui étaient beaucoup diffusés notamment sur les réseaux sociaux, mais la censure sur ces médias alternatifs s'est beaucoup renforcée donc, depuis le 24 février. Cette censure se caractérise par des blocages de sites Internet. Donc, de nombreux sites d'information sont bloqués en Russie, où certaines rédactions ont renoncé en fait à publier en raison des avertissements qui leur avaient été adressés et qui en fait menaçaient leurs équipes et leurs journalistes. Donc, je vais donner l'exemple de la télévision indépendante Dost, qui a renoncé à ses activités, de la radio Echo de Moscou, qui était la grande radio libérale créée au moment de la perestroïka, ou du journal Novaya Gazeta, qui était le journal de Anna Politkovskaya et de Dmitri Muratov, qui a obtenu récemment le prix Nobel de la paix et qui a donc été, le journal a cessé ses activités peu après le début de la guerre. Je rappelle aussi que Facebook et Instagram sont bloqués en Russie depuis le début de la guerre. Alors, ces blocages et cette censure s'accompagnent de la stigmatisation et de menaces contre les journalistes indépendants. La plupart d'entre eux ont été qualifiés et enregistrés comme agents de l'étranger, ce qui évidemment… alors, ce label d'agent de l'étranger existait avant la guerre, mais avec le début de la guerre, il prend évidemment une connotation beaucoup plus violente, hein, en assimilant ces journalistes notamment à des traîtres à la patrie. Et les menaces qui pèsent sur eux ont été renforcées aussi par l'adoption de la loi sur les fausses nouvelles militaires, qui fait que les médias et les journalistes qui transmettraient des informations sur la guerre n'émanant pas des forces officielles et employant le mot de guerre, pardon, parce qu'on ne doit pas employer le mot de guerre, mais le mot d'opération militaire spéciale, en cours de lourdes peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. Et face à ces menaces et à ces dangers, de nombreux journalistes indépendants ont été contraints à l'exil. Donc, on assiste à vraiment à un départ très massif en fait, des journalistes de ces médias alternatifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils continuent à travailler depuis l'étranger. Donc, en fait, il y a toujours une production de contenu médiatique indépendant, hein, du récit du pouvoir, mais ce sont des contenus qui sont produits depuis l'étranger, qui pouvaient l'être avant même la guerre. Donc, on a l'exemple de ce média devenu très important qui s'appelle Medusa, dont la rédaction est située à Riga et qui propose une autre couverture de la guerre. Mais en fait, à Medusa s'ajoutent aujourd'hui de nombreux médias, de nombreux journalistes, hein, qui continuent à publier, mais donc en se protégeant, en publiant depuis l'étranger. Alors, dans ce contexte, comment s'informe-t-on en Russie? Qu'est-ce que la population sait? Qu'est-ce qu'elle ne sait pas? Alors, évidemment, là aussi, il faut être très prudent, hein, il faut être très prudent vis-à-vis de tout ce qui ressemble à des études d'opinion ou de réception des médias. Les travaux dont on dispose et dont on disposait avant le début de la guerre insistaient sur le fait que le public le plus âgé, disons, s'informe majoritairement par les médias traditionnels, donc ceux qui sont le plus encadrés par la propagande, et consomme essentiellement les contenus médiatiques produits notamment à la télévision ou dans les grands journaux qui sont évidemment les plus loyaux au pouvoir. Et donc, alors là aussi, c'est à prendre avec précaution. L'idée va dans le sens que les générations les plus âgées seraient actuellement les plus loyales au régime. Mais il existe aussi un public critique qui est ce public qui essaye et parvient souvent à contourner la censure, qui est composé de personnalités, de publics plus jeunes, très utilisateurs des réseaux sociaux et très habiles sur Internet, mais aussi de personnes moins jeunes, mais qui apprennent à maîtriser un certain nombre de techniques de contournement.
Donc, depuis de nombreuses années en Russie, hein, puisque la censure et les blocages ne sont pas nouveaux, voilà, toute une partie en fait, des internautes ont appris en fait, à utiliser des outils de contournement des blocages et de la censure et sont maintenant assez à l'aise avec l'utilisation notamment des VPN. VPN qui sont ces petits programmes qu'on télécharge sur les appareils pour voilà, réussir à accéder aux sites qui sont bloqués en Russie. Beaucoup d'utilisateurs savent aussi recourir à Tor pour accéder à des contenus bloqués. Ils sont aussi très utilisateurs des réseaux sociaux et notamment des réseaux de l'application Telegram. Telegram qui a été, que l'État russe a tenté de bloquer en 2018, mais n'a pas réussi à bloquer. Et donc sur Telegram, on trouve énormément de contenus très critiques portés par de très nombreuses chaînes, notamment de journalistes d'opposition engagés voilà, qui critiquent la guerre et son déroulement. Et puis voilà, bon, il y a plein de techniques en fait de contournement. Je voulais en évoquer une dernière. Qui est un peu décalée par rapport à mon propos, mais qui porte sur l'usage des crypto-monnaies là, qui se développe de façon très dynamique en Russie, à la fois pour contourner les sanctions sur les réseaux bancaires, mais aussi qui permettent aux médias indépendants de continuer à recevoir des dons en crypto-monnaie, alors qu'ils ne peuvent plus évidemment en recevoir par les réseaux bancaires normaux. Bon, voilà. Et ces pratiques de contournement sont relativement populaires. Alors là aussi, c'est difficile d'avoir des chiffres, mais on estime que 10 à 20 millions de personnes utilisent des VPN en Russie, ce qui est tout à fait significatif. Et si on prend la chaîne Medusa, diffusée sur Telegram, donc la chaîne sur Telegram compte 1,2 million d'abonnés, ce qui là aussi voilà, n'est pas complètement anodin. Donc voilà, mais une fois qu'on a dessiné ce paysage médiatique, qu'en dire et voilà, que se passe-t-il dans la société russe face à ce paysage médiatique, d'une part marqué par une forte propagande et une forte censure, mais où aussi des voies d'accès à des contenus indépendants ou autonomes sont possibles. Alors, je voudrais rappeler ici une évidence qui est que les médias, évidemment, ne font pas l'opinion et encore moins l'action. C'est-à-dire qu'évidemment, dans un contexte où les emprises sur la société sont très fortes, certes, une partie de la société peut avoir accès à des contenus critiques, donc sous réserve de maîtriser ces outils numériques qui ne sont pas si difficiles à maîtriser, mais qu'il faut toujours inscrire cet accès à l'information dans des réalités sociales beaucoup plus complexes et dans une profondeur sociale beaucoup plus grande, et qu'en fait, le simple fait de s'informer, que ce soit par l'intermédiaire de médias loyaux ou de médias critiques, ne suffit pas en fait à expliquer la façon dont la guerre est reçue dans la société russe et suffit encore moins à expliquer le manque d'action ou, voilà, ou les réactions ou le manque de réaction dans la société russe. Ce sur quoi je voulais insister, ce sera mon dernier point, c'est que en Russie aujourd'hui, au fond, on peut s'informer, on peut accéder à des contenus critiques, mais il est très difficile d'agir ou de critiquer en public dans la société russe à l'heure actuelle, et parce que cette critique ou cette action critique ont un coût très élevé, et que ce coût très élevé, il est déconnecté, enfin, voilà, il n'est pas simplement, il ne pose pas simplement la question de l'accès ou non à des contenus indépendants. Donc, je voudrais rappeler ici que les emprises et l'encadrement sur la société russe se joue en fait au quotidien dans cette profondeur des liens sociaux qui passent notamment, alors je vais en donner quelques exemples qui ne seront pas exhaustifs, par l'école, le rôle des enseignants, le rôle des directeurs d'école, qui passe par le travail, le rôle des collègues, le rôle des supérieurs hiérarchiques, qui peuvent passer par l'Église, par la religion, qui peuvent se jouer à l'université par un certain nombre de contraintes qui s'exercent sur les enseignants et sur les étudiants, et que ces emprises peuvent aussi passer par les relations amicales et familiales. Et évidemment, la réception des médias, qu'ils soient loyaux ou critiques, se joue
dans ces réseaux sociaux, dans cette profondeur, dans cette épaisseur sociale voilà, qui vont permettre ou ne pas permettre d'agir. Et on voit bien en fait que pour les publics critiques en Russie aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'agir en raison des menaces et des contrôles qui pèsent sur la société et qui s'exercent aussi de façon très ordinaire par ces relations sociales du quotidien. Et ce sera ma conclusion, hein, ce qui est aussi, ce qu'il faut peut-être essayer de comprendre, c'est qu'une partie de la société russe, probablement, sait ce qui est en train de se passer, voit ce qui se passe, le comprend, mais dans l'incapacité d'agir, ce qui peut nourrir en fait des dilemmes moraux terribles, hein, c'est-à-dire savoir sans pouvoir résister, sans pouvoir agir, et ce qui peut nourrir probablement un fort sentiment d'impuissance et de découragement dans une partie de la population et notamment parmi les cercles les plus critiques. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce propos un peu général, mais pour essayer de donner quelques éléments d'analyse et d'éclairage. Et je pense que voilà, Gilles Favarel-Garis et Anne Le Verrou, après moi, vont pouvoir enrichir et compléter cette première intervention. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Françoise, pour cette première intervention. Alors, j'ai oublié de dire, j'ai vu que là, vous aviez commencé certains à prendre possession du chat et du question-réponse. Donc, vous pouvez dès maintenant poser vos questions, voilà, soit sur le chat général, soit sur question-réponse qui apparaît en bas de la fenêtre. Et puis, ensuite, je poserai les questions pour vous. Voilà, donc ce que je propose de faire, c'est d'écouter d'abord successivement les deux autres interventions, et puis ensuite, on vous soumettra, messieurs, dames, aux questions voilà, de nos auditeurs. Voilà, donc Gilles Favarel-Garrigue, c'est à toi. Voilà, et donc plutôt sur le volet répression et répression des élites. C'est bien ça. Merci, oui. Alors plutôt sur le volet répression, en effet. Donc merci Clémentine pour l'animation et merci à la FSP pour l'invitation. Donc, en effet, je vais donner quelques éclairages sur la répression qui est mise en œuvre depuis le 24 février. Et cet éclairage est parfaitement dans la continuité de ce que vient de dire Françoise. Donc, lorsqu'on regarde un petit peu l'arsenal répressif qui est mis en place depuis le 24 février, on constate à la fois des innovations et en même temps une continuité extrêmement forte avec les moyens de répression qui étaient mis en place depuis le milieu des années 2000. Et en un sens, on a l'impression que de ce point de vue-là, la guerre en Ukraine ne représente pas nécessairement une rupture, mais disons en effet peut-être une sorte d'accélération, une sorte de soubresaut dans une politique répressive qui est mise en œuvre depuis bien au moins une quinzaine d'années. Une politique répressive qui repose sur des principes assez simples, et notamment le fait que la justice en Russie est aux ordres dès lors que les affaires sont politiquement sensibles. Elle est prompte à sanctionner les militants et les opposants, à intimider celles et ceux qui seraient tentés de les rejoindre. Et en un sens, toutes les formes de répression qu'on avait vues, par exemple, au cours des grandes manifestations de 2011-2012, ou au cours des années 2010, dans les soutiens à Navalny, etc., ont des points communs extrêmement forts avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors l'arsenal répressif, il est en effet composé d'une grande part de censure, qu'a déjà un tout petit peu évoqué Françoise, et également des usages des services répressifs pour empêcher l'expression publique de l'opposition à la guerre. Alors en ce qui concerne la censure, je voudrais juste rappeler un point que je trouve absolument frappant, que j'ai trouvé frappant en préparant cette intervention, c'est que donc, comme vous le savez, le terme de guerre est jugé officiellement impropre à qualifier l'opération spéciale selon les termes officiels en cours. Le terme de guerre est jugé impropre donc pour qualifier l'aspect militaire de l'offensive russe. Et en même temps, lorsqu'on écoute Vladimir Poutine, les dirigeants russes, ils emploient bien le terme Vaina, mais à propos de la guerre de l'information qui est menée contre eux. Ce terme de informationnaya vaina, de guerre de l'information, ou pour reprendre la citation de Vladimir Poutine lorsqu'il s'est exprimé vendredi dernier, de guerre dans l'espace informationnel, l'emploi de ce terme de guerre, dans un contexte où il est prohibé pour d'autres usages, montre très clairement que la volonté justement d'empêcher l'expression publique de l'opposition à la guerre est au cœur de la stratégie menée par le gouvernement.
Donc cette guerre de l'information, la volonté en tout cas de la Russie de résister à cette guerre de l'information, il faut la prendre très très au sérieux. Et c'est cette focalisation peut-être du gouvernement sur cette obsession pour l'information qui produit deux effets. Le premier, c'est un blocage des contenus qui relaient la pensée de l'agresseur, et c'est ce dont a parlé Françoise, notamment les journalistes, les médias, les blogs, les ONG critiques aussi qui véhiculaient beaucoup ce genre de... enfin, qui étaient prompts, disons, à relayer ce genre de contenu. Donc des professionnels de l'information, en quelque sorte. Et en même temps, le deuxième volet, c'est que c'est la répression des citoyens qui diffusent, à leur échelle, des informations erronées, censées saper le moral des Russes, discréditer l'armée, etc. Et donc là se dessine dans le conflit actuel la figure d'un traître qui relaie le point de vue ennemi, et qui est d'autant plus facile à assimiler dans le discours officiel russe qu'il est déjà identifié depuis beaucoup d'années, depuis de nombreuses années, dans le cadre de la répression de ce qu'on appelle les agents étrangers, comme l'a dit Françoise, en Russie. Un agent étranger, c'était déjà, dès le début des années 2010, un Russe qui sert de cheval de Troie à des Occidentaux soupçonnés de vouloir renverser le régime. Donc on a là quelque chose à la fois très très simple et en même temps d'un petit peu nouveau dans le contexte de la guerre, c'est cette jonction entre ennemi intérieur et ennemi extérieur, jonction qui est d'autant plus facilitée par l'histoire récente du pays qui avait déjà monté en épingle cette croyance en tout cas d'une collusion entre Russes et Occidentaux, entre certains Russes et les Occidentaux. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que donc, les innovations répressives, elles touchent précisément ces points-là. C'est-à-dire que les trois, lois qui ont été adoptées, peaufinées dans le cadre de la guerre en Ukraine, portent justement sur la diffusion des informations. La première loi, et donc il y en a trois. Le premier article, c'est celui qui porte sur la diffusion publique de fausses informations sur l'usage des forces armées russes. Et c'est un article qui est passible en cas de circonstances aggravantes de peine de 15 ans de prison. Donc là encore aujourd'hui, on a des cas qui touchent des blogueurs, des journalistes, des activistes assez connus, etc. Le deuxième article, il porte sur l'interdiction des actions publiques qui vise à discréditer l'usage des forces armées russes. Et ça, c'est un article qui est passible de 5 ans de prison en cas de circonstances aggravantes. Alors, qu'est-ce que c'est que des actions publiques? En fait, on commence à comprendre avec la mise en œuvre de ces lois qui a un double sens, c'est-à-dire que c'est à la fois la participation à des actions anti-guerre, et le fait de lancer des appels publics, par exemple en mettant un drapeau sur sa fenêtre, par exemple en affichant un slogan dans sa voiture et en roulant avec dans les rues. Le troisième article, il porte sur les appels à, disons, le fait de relayer des appels à sanctionner la Russie, le fait de plaider pour qu'en effet la Russie soit sanctionnée économiquement ou politiquement, que ce soit des appels à sanctionner soit la Russie en général, soit les citoyens russes ou les entreprises russes. Et ça, c'est un article qui est passible de 3 ans de prison. Alors, ces innovations, elles complètent le dispositif répressif existant, c'est-à-dire que toutes les personnes qui se font arrêter aujourd'hui, après 3 mois de guerre, ne sont pas toutes arrêtées dans le cadre de ces 3 nouveaux articles, mais en réalité, on voit bien d'autres articles utilisés, et notamment l'article, là aussi, ce qui montre une très forte continuité, c'est-à-dire le fait de participer à l'activité d'une organisation dite extrémiste. Avec Anne Le Hérault ici présente, on avait participé il y a bien une quinzaine d'années à un rapport montrant justement en quoi consistait la législation sur l'extrémisme. Et on peut constater, hélas, qu'elle avait de beaux jours devant elle et qu'elle continue à être utilisée aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on a quand même une sorte de propension de la politique pénale russe à utiliser des catégories un peu attrape-tout pour essayer de ratisser le plus largement possible et qui peuvent s'adapter à de nouvelles menaces. C'est le cas avec extrémisme en un sens, parce que dans l'histoire de cette
de cette incrimination, on a pu voir arrêter des groupes islamistes, on a pu voir certains groupes skinheads d'extrême droite, certains groupes d'extrême gauche jugés en train de fomenter des attentats, etc. Donc on a là des catégories attrape-tout qui ressemblent quand même pas mal à des catégories pénales qu'il y avait aussi dans le droit soviétique, en un sens, et dont on peut, par exemple celle de parasitisme, qui servait un petit peu à arrêter tout et n'importe quoi, et dont on voit l'usage une nouvelle fois aujourd'hui au cours de la guerre. Donc, la question que je me suis posée pour préparer cette intervention, c'est de savoir tout simplement quelle est la mise en œuvre, comment est mise en œuvre cette répression. Alors là, en termes de sources, on a la chance de bénéficier du travail remarquable de OVD Info, qui essaie de recenser un petit peu les cas de répression, et malgré les difficultés que cette organisation rencontre, comme les autres, comme celle qui, justement, critique la politique mise en place. Alors, les chiffres, évidemment, ne sont pas forcément extrêmement précis, mais on sait en tout cas de manière certaine que depuis le début du conflit, plus de 15 000 personnes au moins ont été arrêtées dans le cadre de la mobilisation anti-guerre. Ces 15 000 personnes, en général, ont pu faire l'objet de sanctions administratives, mais enfin, certaines d'entre elles sont poursuivies au pénal. Et dans les procès pénaux qui sont suivis, ou en tout cas les poursuites judiciaires pénales, suivi par l'ONG, on a au moins plus de 100 cas de poursuites judiciaires lancés contre des personnes en Russie qui font face à des incriminations variées. C'est ça qui est tout à fait aussi intéressant de noter, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous incriminés parce qu'ils auraient diffusé de fausses informations, mais on va trouver des articles divers et variés, on va trouver le vandalisme, dès lors qu'il s'agit de faire des graffitis sur les murs. On va trouver le hooliganisme dès lors qu'il y a quelques échauffourées lors des manifestations. La dégradation de la propriété privée, comme ces gens qui essayaient de décoller des autocollants Z sur les voitures dans leur ville. Des atteintes physiques aux forces de l'ordre. La dégradation de monuments aux morts. Des appels à l'extrémisme, au terrorisme, voire la préparation d'actes terroristes. Donc on a là tout à fait un patchwork d'incriminations qui caractérise la mise en œuvre justement de la répression contre ceux qui s'opposent à la guerre. Et ça, c'est la répression directe, c'est-à-dire que ça ne compte pas, par exemple, l'usage d'articles économiques pour incriminer telle ou telle personne dans les élites locales qui aura eu un discours anti-guerre et qui sera puni pour cela. C'est-à-dire qu'on va aussi trouver des cas un petit peu, disons, dont la coïncidence laisse perplexe d'incrimination pour escroquerie, etc., mais qui tombent opportunément maintenant. Et qui peuvent être liés à des gens qui ont pris des positions contre la guerre. Bon, mais néanmoins, dans ce patchwork d'infractions, près de la moitié des cas relèvent de l'article sur la diffusion des fausses infos sur l'usage des fausses armées. Là-dedans, on y trouve à la fois des simples citoyens, mais en même temps les militants et les journalistes dont parlait Françoise tout à l'heure, précisément, qui sont incriminés dans ce cadre. Et là, il est clair que pour ces milieux-là, pour les milieux militants, pour les journalistes, pour les ONG, on a l'impression que la guerre d'Ukraine, c'est un petit peu l'estocade, après une décennie déjà de répression, dans laquelle beaucoup d'entre eux avaient été harcelés, dans lesquels beaucoup d'entre eux avaient maille à partir avec le pouvoir. Et là, on a l'impression que c'est vrai qu'il y a pas une sorte d'effet d'aubaine, mais presque de la guerre en Ukraine qui permet peut-être de mettre au pas les derniers qui ne l'avaient pas encore été. Alors néanmoins, il y a un point qu'il convient de noter, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la justice est aux ordres pour les affaires politiquement sensibles que les défenseurs des droits de l'homme baissent les bras dans les combats judiciaires. Et ce qui est tout à fait remarquable, et là je renvoie aux travaux de Renata Mustafina sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'on voit des avocats disons, prendre à bras-le-corps un petit peu les débats en cours pour essayer de défendre ceux qui sont accusés dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et on voit finalement les procès ou, disons, les procédures judiciaires se transformer, mine de rien, en arènes dans lesquelles sont testées des tactiques. On voit des avocats essayer de contester des points juridiques face à des juges qui eux-mêmes doivent un petit peu bricoler et improviser avec la nouvelle législation et qui peinent parfois à argumenter.
Donc ça, c'est intéressant, c'est un petit peu de voir comment peuvent se nouer comme ça des sortes d'affrontements, hein, même à bas bruit, autour de l'interprétation des nouveaux textes, notamment. Et par exemple, il y a un cas qui est intéressant, c'est justement, très récemment, c'était le 30 avril, la Cour supérieure de la Fédération de Russie a dû préciser que la responsabilité d'un prévenu accusé d'avoir diffusé de fausses informations ne peut être engagée que s'il savait que les contenus qu'il diffusait étaient faux. Donc, ça sous-entend que, disons que pour être condamné, il faut qu'il y ait eu une intentionnalité, c'est-à-dire que la personne qui diffusait le contenu savait que ce contenu était faux. Et là, on voit des avocats, par exemple de l'association Agora, qui du coup se saisissent de cet argument pour essayer de défendre les gens en procès en disant qu'ils ont peut-être diffusé une fake news, mais qu'ils ne savaient pas que c'était une fake news parce qu'ils ne savaient pas qu'elle était contraire à l'opinion défendue par le ministère de la Défense. Donc vous voyez, ça c'est un exemple, hein, d'affrontement qui se passe sur le terrain juridique dans le cadre de la guerre en cours. Alors je ne dis pas qu'il y a là une source d'optimisme formidable, hein, d'autant plus qu'il faut être très prudent parce que peut-être quelque chose que vont révéler les semaines qui viennent, et là pour le coup c'est assez pessimiste, c'est précisément de voir à quel point ces avocats vont encore pouvoir travailler. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait quand même une certaine liberté de manœuvre pour les avocats dans la défense des prisonniers politiques, ce que montre Renata Mustafina dans ses travaux. Est-ce que ça va être le cas encore aujourd'hui? Est-ce que dans les on va voir un tournant dans ce domaine-là? Ça va être un enjeu à suivre. Voilà, je terminerai peut-être en disant deux dernières choses sur lesquelles on pourra revenir dans le chat, mais je ne voudrais pas être trop long. C'est que le premier, c'est que la répression, ce n'est pas que du judiciaire, c'est aussi de l'extrajudiciaire, surtout dans un pays comme la Russie, et que précisément, on sait depuis des années qu'il y a tout un tas d'acteurs supplétifs de l'État prêts à harceler les opposants, à leur mettre la pression, et que finalement, pour des opposants, c'est tout aussi intimidant que la perspective de poursuite judiciaire. Par exemple, le critique de cinéma Anton Dolin a décidé de quitter le pays quand il s'est retrouvé avec sa porte d'appartement taguée montrant que ses ennemis savaient où il habite, montrant que ses ennemis savaient qu'il défend des opinions relevant de celles d'un traître dans le pays, etc. Françoise évoquait Muratov de Novaya Gazeta tout à l'heure, et Muratov a été attaqué dans un train par deux personnes qui lui ont renversé un liquide rouge sur son visage. Donc il y a tout un tas comme ça d'offensives qui sont faites par des gens anonymes, qui ne portent pas d'uniforme, qui visent les activistes, qui visent les opposants et qui contribuent évidemment à les démoraliser. Donc on peut dire que la répression, l'intimidation, elle se joue comme ça, elle se joue par la perspective de poursuite judiciaire, mais aussi par la perspective, disons, d'être victime de formes d'agression mises en œuvre par des gens anonymes, sans uniforme, mais couverts par l'État. Le dernier point qui me frappe aussi, c'est à quel point le monde enseignant est visé et à travers lui la question de la jeunesse. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de répression, Françoise là aussi en disait un mot tout à l'heure, on a quand même pas mal de dénonciations de professeurs, alors que ce soit à l'université, qui sont contraints de démissionner, ou qui sont virés de leur université sur tel ou tel motif. On a des cas dans l'école, et l'école au sens russe, c'est l'établissement qui va jusqu'à l'université, c'est-à-dire qui va de grosso modo 5-6 ans à 17-18 ans, hein, pour les jeunes. Donc l'école, c'est aussi là qu'il y a les adolescents. On a des enseignants dans l'école qui sont eux aussi filmés en train d'avoir des propos anti-guerre, puis dénoncés par des parents, puis limogés. On a des cas comme ça et on sent bien que l'école devient le lieu disons, d'une attention particulière pour la propagande. Comme si ça relayait l'idée selon laquelle les jeunes
sont l'une des cibles principales de la propagande du gouvernement, ce qui là aussi pourrait être peut-être relié à une tendance qu'on pensait observer depuis quelques années, notamment dans le sillage des manifestations de Navalny, c'est-à-dire la crainte vis-à-vis de Navalny à partir de la deuxième moitié des années 2010, c'était notamment lié à la crainte, selon le gouvernement, qu'il corrompe la jeunesse, qu'il corrompe les jeunes, qu'il les attire vers lui et qu'il subvertisse le régime en attirant comme ça une partie de la jeunesse. On a l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, la jeunesse fait l'objet d'une attention particulière de la part du gouvernement et c'est peut-être dans cette continuité-là qu'il faut le saisir. Voilà, je m'arrête là et je passe la parole à Anne. Merci beaucoup Gilles. Donc je rappelle pour ceux et celles qui nous écoutent que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, soit dans le chat, soit dans l'espace qui s'appelle questions-réponses. Et en attendant, donc, je passe la parole à notre troisième intervenante, donc Anne Le Héroux, qui avait proposé un titre ou une formule en tout cas qui s'appelait Du cocktail Molotov à l'exil. Voilà, pour résumer donc les différentes formes prises par la protestation. Et donc Anne, je te laisse la parole. Merci beaucoup Clémentine et merci beaucoup à la FSP d'avoir organisé ce webinaire, en effet, tout à fait nécessaire, je pense. Donc, si je comprends bien, c'est à moi que revient de parler des conditions d'un possible engagement soit contre la guerre, soit contre le régime, donc ces fameuses résistances, ou bien encore évoquer justement, si on reprend les termes du régime russe, cet ennemi intérieur ou cette fameuse cinquième colonne qui est décriée comme étant le bras de l'Occident qui viendrait effectivement essayer de s'immiscer en Russie. Alors, trois questions me semblent devoir se poser. Certaines, enfin, ça a été déjà un petit peu traité en partie par Françoise et Gilles, donc j'essaierai de ne pas revenir sur tout, mais et on pourra, j'espère, l'évoquer pendant la discussion. C'est d'une part, effectivement, pour commencer, je dirais, la grande difficulté à mesurer de manière générale l'ampleur ou la faiblesse de la résistance et donc aussi l'ampleur ou la faiblesse du soutien ou de la résignation ou de l'acceptation plus ou moins passive face à l'impossibilité qui est la nôtre aujourd'hui d'accéder au terrain, en effet, face aux multiples biais produits par les sondages, ces sondages qui ont été brandis bien sûr avec 80 ou plus de soutien à l'opération militaire, qui ont été aussi discutés, qui ont été remis en cause par d'autres chercheurs, et aussi par, je dirais, les biais qui peuvent être les nôtres, en tout cas qui peuvent être les miens, les biais personnels du chercheur, qui est réduit à chercher à comprendre depuis l'extérieur, d'une certaine façon, et du coup, à partir de ses propres réseaux professionnels ou affinitaires, notamment par les réseaux sociaux, qui ont un petit peu tendance quand même à amplifier plutôt la contestation que l'attestation dans cette opération. Donc voilà, deux multiples biais, c'est le premier problème, je dirais. Le deuxième, pour reprendre le titre, l'argumentaire du webinaire, c'est est-ce qu'il s'agit d'une protestation uniquement contre la guerre en Ukraine ou plus profondément d'un engagement contre le régime de Vladimir Poutine et quelque part, du coup, d'une remise en cause plus profonde du cours suivi par la Russie depuis plus de 20 ans et qui pourrait sembler connaître une sorte d'apogée ou de paroxysme avec cette guerre. Et puis, d'autre part, et c'est un petit peu lié, bien sûr, ce qui se passe depuis le 24 février permet-il de mieux comprendre je dirais le sens, au sens de la direction, de la relation entre engagement et répression, entre mobilisation et autoritarisme, c'est-à-dire, pour le dire autrement, est-ce que c'est un défaut de mobilisation structurelle et c'était un petit peu, ou un défaut d'engagement structurel, c'était un petit peu les propos de la fin de l'intervention de Françoise, d'une certaine manière, qui a ouvert la voie à une évolution autoritaire, je dirais, en forme presque de boulevard, ou est-ce que c'est la répression qui étouffe toute mobilisation? Alors, bien sûr, tout ce genre de questions sont des questions, je dirais, classiques dans la sociologie des mobilisations. Je ne vais pas y répondre là en 10 minutes, mais juste essayer de finalement évoquer ces différents lieux et registres de résistance qui sont employés depuis le 24 février. Alors, d'une part,
les lieux de ces résistances entre un espace public extrêmement raréfié, extrêmement réduit bien sûr, et un espace virtuel un petit peu plus, je dirais, ouvert, nonobstant justement le fait qu'il soit ou non ouvert à la population russe dans son ensemble, et peut-être qu'il est plus à nous, comme la même question qu'on peut se poser depuis déjà pas mal d'années sur ces médias Internet, même lorsqu'ils n'étaient pas censurés, qui les lisait, est-ce que c'était plus les Occidentaux ou la population de la Fédération de Russie. Alors, si on prend l'espace public, je dirais physique, en quelque sorte, bien sûr, on a eu dans les premiers jours des manifestations qui ont laissé penser le démarrage d'un mouvement de mobilisation collective qui en réalité a été quand même marqué par des arrestations, alors qui ne sont pas des arrestations au sens où les gens n'ont pas été mis en prison directement, et Gilles rappelait assez bien aussi justement la gradation des formes de la répression, mais ont été interpellés, mis en garde à vue, souvent pour beaucoup relâchés, même si certains ont été effectivement, dans un certain nombre de cas, on a eu des personnes mises en détention provisoire, soit directement, soit au bout de 2 ou 3 récidives. Et on a déjà des procès qui sont souvent des procès pour donc infraction administrative. Bon, c'est les nuances juridiques de la procédure russe, mais pour certains aussi, et sans doute à venir, non seulement que les avocats ne pourront plus travailler, mais que du coup, effectivement, les procès pénaux pourraient, dans les mois à venir, voire dans les années à venir, je dirais, se faire de plus en plus nombreux par rapport à des faits qui se sont passés là dans les mois qui précèdent. De même qu'après les grandes manifestations de 2011-2012 et notamment celle du 6 mai 2012 sur la place Balotnaya, on a eu justement ces procès qu'a étudié Renata Mustafina, on a eu des procédures judiciaires qui se sont étalées sur plusieurs années. Donc, peu de mobilisation de ce côté. On attendait par exemple les mères de soldats, puisqu'elles avaient été en quelque sorte emblématiques des manifestations à la fin de la guerre d'Afghanistan, donc encore en Union soviétique, et surtout au cours de la première guerre en Tchétchénie entre 1994 et 1996. On ne les a pas vues, ou très peu. En revanche, on voit des prises de parole, là encore un recours au droit avec des procédures juridiques, des tentatives de procédures qui sont employées par des parents de soldats décédés au front, notamment de conscrits dont les parents ne sont pas du tout certains qu'ils avaient vraiment signé un contrat pour être envoyés au front, et en particulier pour les fameux portés disparus que l'on refuse de considérer comme des morts dus à la guerre en Ukraine dans le fameux croiseur Moskva qui a été coulé en mer Noire. Mais je dirais que ces mobilisations-là, qui sont très, très ténues, qui sont sans doute peu connues et peu médiatisées, elles sont aussi à venir en miroir inversé de toutes je dirais, les réactions de soutien manifestées directement par les parents de soldats décédés au front et qui se déclarent, se félicitent quasiment du sacrifice consenti à la mort en héros de leur enfant. Alors, il y a aussi, on peut noter la montée un petit peu en puissance, ou en tout cas en visibilité d'un collectif féministe contre la guerre, qui a quand même réussi à organiser un certain nombre d'actions coordonnées, même si ce sont des actions très, très individuelles à chaque fois, et diffusées via les réseaux sociaux, des croix avec des tombes de soldats de la terre, tout simplement dans l'espace public, des sorties avec pancartes patriotiques détournées le jour du 9 mai, par exemple. Donc, je passe trop rapidement, mais voilà, c'est la logique du temps imparti. Alors, pourquoi finalement peu d'actions collectives, il y a eu beaucoup de littérature depuis 20 ans, voire depuis 30 ans, sur la question du défaut d'action collective en Fédération de Russie, avec des approches différentes. Mais effectivement, je pense que beaucoup s'accordent à dire qu'il peut y avoir, et il y en a eu d'ailleurs dans les dernières années, un certain nombre de mobilisations collectives, et qui peuvent d'ailleurs parfois, qui pouvaient en tout cas remporter un certain nombre de succès, à la condition, je dirais, qu'elles portent sur des enjeux
peu politique, ou en tout cas de ce qu'on pourrait appeler de la politique ordinaire, donc des enjeux qui relèvent de la sphère du proche, de la sphère de l'environnement immédiat des personnes, de la sphère du cadre de vie, de la lutte contre la construction d'un immeuble dans son quartier, jusqu'aux luttes des habitants du Grand Nord étudiées par Perrine Poupin, par exemple, contre l'installation de décharges de déchets. Donc, alors, est-ce que justement, et là, ça serait finalement un apparent paradoxe que je pose en termes de questions, hein, ça serait que finalement, plus l'enjeu est important, plus on monte en généralité dans l'enjeu de contestation, d'interpellation du régime, et finalement, moins cette mobilisation collective serait effectivement possible, et moins elle aurait en plus je dirais, de précédents aussi, et de formes organisationnelles plus fortes, hein, de type parti, de type encadrement sur lesquels s'appuyer, même si bien sûr on perçoit une forme de crise morale, de malaise dans la société, qui a été parfois pointée par certains journaux qui, à défaut de pouvoir commenter la guerre, ont commenté la montée en flèche de la consommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques en Russie. Alors, il y a malgré tout, bien sûr, des actions de protestation qui sont surtout des actions individuelles, alors qui peuvent être justement dans l'espace public, avec la multitude, Gilles en a parlé, de tags, de graffitis contre la guerre, de sortir tout seul avec un panneau, puisqu'on n'a pas le droit de sortir collectivement, qui peut être un panneau tout blanc, mais qui vous envoie quand même au commissariat, des graffitis, du liquide rouge pour signifier le sang, des pots de peinture jaune et bleu renversés sur le trottoir pour signifier le drapeau ukrainien. Ça peut être aussi des résistances, je dirais, de type passif, c'est-à-dire qui sont un refus de signer pour. Hein, donc, ça va être des enseignants, des professeurs d'université qui ne vont pas accepter de signer des déclarations de soutien. Donc, ce n'est pas tout à fait signer une pétition contre, mais c'est refuser de signer pour. Donc là, on voit bien aussi la gradation de l'engagement. J'ai repéré hier, je le livre en anecdote, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Et du coup, ça m'a interrogée sur ces formes justement de semi-sabotage, semi-résistance passive qu'on observe aussi beaucoup dans l'espace virtuel, avec notamment des sites internet qui sont piratés pour des fois quelques minutes, voire quelques secondes, clairement de l'intérieur, avec n'allez pas à la guerre sur un site, le site du ministère de la Défense, et puis ensuite, évidemment, c'est effacé dans les secondes qui suivent ou les minutes qui suivent. Mais hier, un client de Yandex Taxi, dans l'équivalent de Uber en Russie, a réussi à se faire rembourser sa course à titre d'exception, comme ça lui a été écrit par le service client de Yandex Taxi, parce que le taxi qu'il avait demandé était arrivé avec la symbolique du Z sur sa voiture. Et voilà, donc ça, c'est vraiment ces petites formes, hein, de la résistance, mais je trouve qu'elles ont quand même peut-être une certaine signification dans les possibilités vraiment très, très, très individuelles et très micro, hein, que peut trouver chaque individu, y compris dans son lieu de travail, justement pour produire une forme de résistance. Et pour reprendre l'exemple de l'école dont parlait Gilles à l'instant, je citerai cette action qui m'a pas mal frappée. Donc, effectivement, comme Clémentine l'a dit, je suis pas mal l'actualité de la Tchétchénie et du Nord-Caucase, région dans laquelle, notamment sous le régime de Kadyrov, la pratique des excuses publiques est devenue une norme, je dirais, face à toute action de protestation. Et là, comme on a eu au Daghestan il y a quelques jours, lors de la cérémonie de fin d'école, donc pour les écoliers de 17 ou 18 ans, cérémonies qui sont encore assez traditionnelles, je dirais, avec des remises de diplômes filmées, etc. Une jeune fille qui est arrivée et en prenant son diplôme, elle a crié paix en Ukraine et Poutine est le diable. Et elle est repartie avec son diplôme dans l'Assemblée, et il s'en est ensuivi, alors tout ça étant filmé, et il s'en est ensuivi une autre vidéo du coup d'excuses publiques de la mère et de la fille, invoquant pour l'adolescente une crise d'adolescente, des conflits avec sa mère, etc. Et pour la mère, s'excusant que ça ne se reprendrait plus, qu'ils étaient désolés d'avoir gâché cette magnifique fête, etc., etc. Mais voilà, ce genre de… Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que ce type de comportement, ce type un peu de coup d'éclat, sont
relayé sur les réseaux sociaux. J'ai du mal à dire abondamment parce que justement, c'est quand même difficile de mesurer le caractère abondant ou pas de cela, mais je pense que c'est effectivement une piste qui permet à certains sociologues justement de contester les données issues des sondages d'opinion classiques où on demande aux gens est-ce que vous soutenez ou pas l'opération spéciale, mais qui justement se glisse dans une analyse des contenus des réseaux sociaux pour essayer de mesurer justement la distance prise avec la guerre. Voilà. Alors, dans l'espace virtuel, je pense que ça a été aussi écrit par Françoise, donc je vais aller assez vite, mais dans cet espace virtuel, on retrouve à la fois, je dirais, des individus qui vont poster des slogans contre la guerre ou mettre simplement un carré noir, l'image du tableau de Malevich qui est devenu une forme de signe de ralliement, mais aussi des chaînes Telegram qui proposent très concrètement de l'aide juridique pour refuser le service militaire et pouvoir avoir accès aux services alternatifs. Donc là encore, un recours juridique, des aides contraires, notamment ce site qui s'appelle, cette chaîne Telegram qui s'appelle Refus conscient du service militaire, donc qui clairement annonce, je dirais, la couleur, tout en restant dans le cadre de la loi, donc en ne proposant pas de déserter, mais en proposant là encore d'utiliser tous les outils juridiques existants pour pouvoir avoir accès aux services alternatifs ou à l'exemption. Alors moi, ce qui me frappe dans ces protestations aussi, qu'elles soient d'ailleurs publiques ou plus individuelles, c'est à quel point finalement, c'est l'importance des signes au-delà des mots, puisque justement la guerre n'est pas, le mot de guerre n'est pas autorisé, la critique du régime n'est pas autorisée, le régime lui-même d'ailleurs ne parle pas de guerre, mais utilise aussi des symboles sous forme de lettres issus de l'alphabet latin et pas de l'alphabet cyrillique, le fameux Z ou le V de la victoire, dont on a cherché beaucoup à essayer de comprendre les significations. Et en retour, je dirais, et en face, les protestataires, d'une certaine façon, utilisent aussi des symboles jusqu'au silence, ou jusqu'au ce carré noir ou ce carré blanc qui deviennent effectivement des signes de ralliement, mais pas des slogans ni des propositions politiques. Donc, je dirais une sorte de protestation effectivement infrapolitique dans laquelle, je dirais, et là c'est l'autre point que je voulais aborder maintenant, c'est l'importance, me semble-t-il, du registre moral dans la dénonciation, dans les protestations, que ça soit du côté d'une certaine forme d'introspection des intellectuels, notamment des chercheurs, des universitaires. On entend des choses comme qu'est-ce que nous n'avons pas vu depuis 20 ans ou depuis 22 ans, depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Ça semble marquer une forme de rupture avec une certaine asthénie dans les positions critiques du champ académique qu'on pouvait observer auparavant. Est-ce que ça serait du même nature d'ailleurs de ce qu'on observait au début des années 2000, lorsque effectivement les chercheurs s'interrogeaient aussi sur ce qu'ils n'avaient pas vu des années 90 et qui pouvait expliquer la popularité montante de Vladimir Poutine. Alors cette introspection, ce registre moral, cette utilisation du terme honte, que moi j'avais pas mal travaillé sur la première guerre de Tchétchénie. J'avais été très frappée à l'époque de la fréquence d'utilisation de ce terme honte, et notamment honte du président Yeltsin et honte de ce gouvernement qui faisait la guerre. Et je retrouve aujourd'hui, pas forcément chez les mêmes, mais dans des discussions par Internet ou avec des gens qui sont partis, de ce terme de honte, effectivement, et de forme de culpabilité d'une certaine façon face à cette situation, face à avoir favorisé ou avoir, par le silence d'une certaine façon, laissé faire cette situation. Alors ça peut aussi ces sentiments-là de ce registre moral peuvent aussi se trouver une forme de conversion dans des actions de solidarité concrètes, notamment tous ces réseaux de militants qui aident les Ukrainiens déplacés via la Russie à quitter la Russie et à se rendre en Europe, par exemple, par des chaînes Telegram aussi. C'est une action, je dirais, quasiment clandestine. Ou alors aider, pour ceux qui sont déjà dans les pays d'Europe, aider les réfugiés ukrainiens en Europe, notamment par la possibilité des possibilités de traduction, par exemple. Autre
me semble-t-il aussi fait qui mérite l'attention, en tout cas que j'ai essayé de repérer dans les différentes formes de protestation, c'est, et dans cette forme de crise morale, je dirais, c'est l'irruption de l'intime, c'est la force de l'intime qui se manifeste avec, j'avais repéré dans les premières manifestations ce jeune homme qui montrait une pancarte « Comment aller chercher mon grand-père à Tchernigov », une ville d'Ukraine qui était bombardée au début de la guerre. Alors derrière cette manière peut-être de contourner la répression par une question d'apparence anodine, hein, c'est aussi pour moi vraiment montrer à contrario à quel point la blessure de la guerre peut toucher l'intime. Et on a vu un cas plus médiatisé de ça avec un des directeurs, je crois, de Gazprombank qui a quitté la Russie pour aller rejoindre son village natal d'Ukraine et aller s'engager dans la défense territoriale après avoir reçu des messages en fait de ses copains d'enfance. Ça vient aussi évidemment rappeler la proximité des deux sociétés russes et ukrainiennes, hein, par le nombre de familles russo-ukrainiennes, de personnes nées en Ukraine ou en Russie et parties travailler dans l'un ou l'autre pays. Mais ça fait aussi écho, hein, encore à l'inverse, en miroir inversé, aux nombreux récits ukrainiens de familles qui ont de la famille en Russie et dont les membres de la famille refusent de croire à la réalité de la guerre et qui, quand ils leur tendent le téléphone avec le bruit des bombardements, refusent de les croire et leur disent qu'ils ont cédé à la propagande occidentale. Autre exemple qu'on pourrait reprendre aussi, c'est évidemment toutes ces disons l'éruption de l'intime dans les ruptures familiales, notamment les ruptures générationnelles, hein, entre parents et enfants. Un petit sorte de manuel de vadémécum, on va dire, avait été lancé dans les premiers jours de la guerre sur comment évoquer la guerre en Ukraine avec sa famille, hein, comment essayer finalement de convaincre ses parents ou ses grands-parents ou ses oncles, ses tantes ou ses frères et ses sœurs sans aller jusqu'à la rupture et sans produire, disons, un effet contre-productif qui renverrait chacun dans sa propre bulle de propagande, en quelque sorte, entre la propagande russe d'un côté et la propagande occidentale de l'autre. Donc, dernier point que je voudrais évoquer rapidement, c'est celui d'une autre forme de protestation d'une certaine façon, mais encore, il faudrait aussi la mesurer de manière plus précise, bien sûr, c'est celle de l'exil. Hein, celle de l'exil, alors qui peut aller de la fuite un peu désespérée d'un citoyen. J'ai eu l'occasion de lui parler, donc je le reprends juste très rapidement, mais un citoyen ordinaire moscovite qui, après avoir été menacé de renvoi et appelé par la police parce que le jour du 9 mai, il avait arraché une pancarte avec justement le symbole patriotique du Z à l'occasion du 9 mai qu'avait voulu mettre son entreprise, quitte sa famille, prend un train pour Minsk, puis se rend à Tachkent, puis se dit que ça doit être bien d'aller aux États-Unis parce qu'on accueille les émigrés politiques, part à Tachkent, donc en Ouzbékistan, part de là au Mexique en espérant rejoindre les États-Unis, n'y arrive pas et revient en France où on refuse de lui laisser sortir de l'aéroport de Paris, de Roissy, et donc repart finalement à Tachkent. Voilà, donc ça c'est un itinéraire, je dirais, un peu, on pourrait presque qualifier de désespéré, mais en même temps d'un citoyen ordinaire pas du tout connectés aux réseaux militants. D'autres réseaux sont beaucoup plus déterminés, eux, et donc, je dirais, continue cet exil décrit par Françoise Dossé tout à l'heure, hein, et commencé par les journalistes, les militants, depuis plusieurs années, notamment dans les pays baltes, à Berlin, à Tbilissi, et effectivement décident de partir, alors soit parce qu'ils ont déjà été l'objet d'une répression, soit préventivement, soit ça vient accélérer un projet pas encore abouti parce que des lignes rouges ont été franchies qui vont faire qu'on saute le pas, je dirais. Alors, ça peut être aussi dans certains cas, et des reportages s'en sont fait déjà l'écho, des projets individuels, voire des projets, je dirais, plus business ou économiques, hein, avec des personnes qui ont peur de se laisser enfermer dans un pays paria qui, je dirais, s'opposerait au fait, à la prospérité de leur situation. Donc, est-ce qu'on peut imaginer à partir de là la recomposition d'une micro-société civile en exil? Est-ce qu'on a pour l'instant, je pense que c'est assez difficile de le dire, alors c'est
pour le coup, pour les chercheurs, je dirais, ça sera peut-être un terrain à partir duquel on pourra effectivement, on pourrait commencer à travailler parce que justement, il est accessible, essayer de voir si finalement ça dépasse des mises en réseau par les réseaux sociaux, certains qui sont liés par des projets communs, même à partir de différents pays, ou si ça peut reconstituer effectivement une sorte de groupe par rapport, enfin voilà, de micro-sociétés civiles, effectivement, face en même temps au discrédit de l'opposition politique patentée qui semble de se réveiller, qui est aussi en exil, témoin à cette réunion du week-end dernier qui a eu, je crois, un effet un peu désastreux avec cette idée de trier les bons Russes des mauvais Russes pour pouvoir leur donner accès à des comptes en banque ou la possibilité d'ouvrir des comptes en banque et qui a, je crois, pas été extrêmement bien reçue. Voilà. Alors, je terminerai peut-être par disons, une manière de répondre à la troisième question que j'avais posée au début de mon intervention, qui était finalement sur la question du sens de la relation entre autoritarisme et mobilisation, en me demandant finalement, et en laissant cette question complètement ouverte, sur le regard qu'on peut porter sur ces résistances, parce qu'on peut bien sûr porter, je dirais, un regard qui est souvent donné, qui est que tous les résistants sont finalement l'honneur et le courage de la Russie, qui justement s'oppose à cette guerre et qui s'oppose au régime de Vladimir Poutine, ou est-ce que finalement ce serait qu'une partie très très petite, je dirais, émergée de l'iceberg, et que finalement, en réalité, ce consentement à l'autoritarisme, ce consentement je dirais au moins passif, à la répression, viendrait finalement plutôt répondre de cette manière à la question. Donc, si le régime a pu devenir ce qu'il est devenu, c'est parce que la société russe l'aurait finalement laissé devenir comme tel. Et si je propose cette hypothèse qui n'est pas particulièrement la mienne, c'est pour la raccrocher, en fait, et ça sera mon mot de la fin, avec les perceptions assez majoritaires dans la société civile et les médias ukrainiens aujourd'hui, y compris ceux qui étaient engagés dans des coopérations, dans des dialogues avec de la société civile russe depuis plusieurs années, et qui aujourd'hui, en fait, ont en quelque sorte fait monter les enjeux extrêmement haut en considérant que de toute façon, rien ne sera jamais assez, que de toute façon, quelque part, c'est trop tard, c'est fichu. Et donc, le risque de perdre son emploi, le risque d'aller en prison, même qui est invoqué par les opposants russes en disant, vous comprenez, c'est pour ça que la population russe ne va pas, parce qu'on a peur, etc. Donc, cette idée de la peur, finalement, elle est déconsidérée, elle est voire même méprisée. Et cet enjeu placé très haut, il est placé très haut au niveau de l'expérience de la violence physique faite par les Ukrainiens en regard de celle de la société russe, cette violence létale qui sont les morts de Maïdan en 2014, et qui font finalement, je dirais là encore, en miroir de cette faible mobilisation en Russie, sont rappelés comme le socle d'un sacrifice consenti et le marqueur d'une capacité de résistance collective qui justement ferait défaut à la société russe et viendrait encore plus marquer le fossé entre les deux sociétés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Anne. Merci à tous les trois. Alors, j'ai une annonce à faire. Il nous reste exactement 18 minutes. Voilà, donc assez peu de temps. Par ailleurs, on a pour l'instant assez peu de questions. Donc c'est le moment de ne soyez pas timide. On vous en prie. Voilà, vous pouvez poser toutes vos questions. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser un premier round donc à chacun d'entre vous 2-3 questions à la fois avec un panaché des questions qui ont été posées et puis dans lesquelles je me suis permis de glisser aussi les miennes. Donc, je commence avec Françoise Dosset. Alors ça, c'est une des questions qui nous a été posée, de savoir s'il existe des traces d'un renouveau du samizdat ou d'une pénétration clandestine d'écrits non censurés. Alors évidemment, entre-temps, la création d'Internet change un petit peu la donne, mais plus généralement, alors peut-être si on observe quand même ce type de phénomène, mais c'est une question qui s'est déjà posée avant le début de la guerre, de savoir s'il y avait un réinvestissement de répertoire dissident dans ce contexte, le contexte de répression en Russie, ou éventuellement est-ce qu'on peut observer dans les médias traditionnels, grand public, qui normalement sont tout à fait contrôlés, des pratiques éventuellement de double langage, ou tout en parlant bien d'opérations spéciales, il y aurait éventuellement un contenu un petit
peu différent qui serait diffusé ou qui pourra être audible pour une partie des auditeurs. Une autre question qui a été posée, c'est de savoir s'il y a des tentatives de la part des autorités russes de contrôler les VPN. Et ce à quoi j'ajoute ma question à moi, qui est de savoir quels sont les risques. Nous, on le voit, enfin j'imagine vous le voyez comme moi, on voit que nos amis et nos collègues continuent à utiliser Facebook et à y écrire quand même un certain nombre de choses de façon assez libérée. Et donc, la question, c'est de savoir pour ceux qui utilisent VPN et qui continuent à avoir accès à ces réseaux sociaux, finalement, quels sont les risques qu'ils prennent. Et dernière chose sur Telegram. Bien sûr, Telegram est crypté. Néanmoins, il y a quand même d'autres façons éventuellement de pouvoir s'insérer dans certaines discussions. Quand on parle par exemple d'Internet en Chine, on parle bien sûr d'Internet tel qu'il est réprimé. On parle d'Internet comme d'un espace d'un peu plus grande liberté d'expression, on parle aussi d'Internet comme un moyen de surveillance. Et donc, est-ce qu'on sait, ou est-ce qu'il y a des pratiques aussi, non seulement de contournement, mais aussi de prudence que l'on peut identifier et qui sont liées à l'usage de ces canaux Telegram. Donc ça, c'est évidemment, donc, tu feras un choix vous ferez un choix dans les questions que je vous pose parce qu'il y en a trop exprès pour que vous puissiez choisir ce que vous préférez. Question pour Gilles. Alors ça, c'est ma question à moi. Sur les répressions qui sont menées par l'État russe, des questions que je me pose depuis longtemps, c'est de savoir si l'État russe, les administrations russes ont vraiment les moyens en termes de personnel, d'organisation, d'argent, etc., de réellement mener la répression qu'ils prétendent mener. Ça, c'est la première chose. Et donc, comme on est beaucoup sur l'interrogation continuité et rupture dans tes travaux, notamment sur les années 2000, tu insistais beaucoup, je me souviens, sur la façon dont l'État russe mène une politique du signal. C'est-à-dire qu'on choisit, et ça s'est reproduit en partie pour Bolotnaya, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire qu'on choisit, on fait un espèce de casting de cible sur lequel on fait tomber la foudre, et puis en partant du principe que ça fera un signal pour les autres, ce qui permet en plus d'économiser, je dirais, le coût de répression qui serait systématique. Est-ce que là, pour l'instant, on voit le même phénomène, ou est-ce qu'on est à un tournant avec des répressions, cette fois-ci, qui seraient beaucoup plus massives? Et puis une question, alors un étonnement, mais tu y as en partie répondu, mais si éventuellement tu as encore 2-3 mots à dire là-dessus. Sur les procès, j'ai trouvé ça passionnant, ce que tu as dit sur la façon dont ça se déroule comme une espèce d'arène où il y a quand même aussi des pratiques de résistance par le droit, ce qui montre finalement que le droit n'a pas complètement disparu en Russie, qu'on n'est pas encore tout à fait dans des procès qui seraient complètement théâtralisés à des fins politiques et complètement maîtrisés de bout en bout. Alors, tu avais l'air un peu pessimiste sur la capacité de cette épaisseur du droit à se maintenir. Si tu as éventuellement quelques prolongements, ça pourrait être, je pense, très intéressant. Et puis, Anne, alors c'est une question qui a été posée, de savoir si la guerre avec l'Ukraine avait eu des conséquences sur les minorités nationales en Russie, et à l'inverse aussi, si on voyait est-ce que le critère de la minorité nationale finalement est pertinent aussi pour s'interroger sur les pratiques de résistance, et puis éventuellement aussi sur tous les Ukrainiens qui vivent en Russie, qui sont dans une situation particulière. Aussi par rapport à ce que tu as dit sur les ressorts ou les motivations finalement, soit pour résister, soit simplement pour être mécontent, puisqu'il y a une euphémisation de la guerre, puisqu'on parle d'opérations spéciales. Comment finalement on fait passer la pilule de toutes les contraintes d'accès quand même à des contenus? Finalement, on n'utilise pas seulement les VPN pour avoir accès à une information, on utilise aussi Internet pour pouvoir discuter avec ses copains, faire toutes sortes d'activités récréatives, tout aussi. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est aussi la question quand même des répercussions économiques au quotidien pour les entrepreneurs, etc. Et finalement, comment on fait passer cette pilule? Et est-ce qu'il y a finalement des formes très légères de mécontentement, d'exaspération ou de je ne sais quoi qui sont éventuellement identifiables et qui ne seraient pas directement liées à des causes politiques liées à la guerre, mais simplement à ses conséquences au quotidien. Et enfin, une question qui a été posée pour rebondir sur ce que tu disais sur les liens familiaux entre l'Ukraine et la Russie dans toute leur richesse, enfin, toutes les différentes facettes que tu as dépliées. Et la question était de savoir, donc, qui a été posée par une des participantes, c'est est-ce que c'est une des particularités de ce que tu sais sur la guerre en Russie et en Ukraine, sachant les liens entre ces deux pays, ou est-ce que ça a pu être éventuellement observé dans d'autres conflits, pour éventuellement, c'est comme tu veux, si tu as déjà une réponse toute prête, ou sinon éventuellement dans d'autres conflits post-soviétiques sur lesquels tu aurais travaillé, type Russie, Tchétchénie ou la Géorgie, etc. Voilà. Entre-temps, d'autres questions sont arrivées, mais je vous laisse déjà faire un premier round de réponses. Est-ce que je commence, Clémentine? Oui. Donc, donc sur la question des usages d'Internet, de la surveillance, du contrôle et d'un éventuel
samizdat et réinvestissement d'un répertoire dissident. Je pense que quand même les usages numériques ont beaucoup transformé les façons d'accéder évidemment à l'information et à l'information censurée, et que ce qu'on constate en fait, c'est cette habilité quand même très grande pour ceux qui le souhaitent, enfin pour ceux qui peuvent accéder à voilà, à ces contenus qui sont censurés. Voilà. Alors sur la question du retour à des pratiques telles que le samizdat, qui était voilà, l'impression sur papier, je ne pense pas que ce soit très majeur. Par contre, ce qu'on observe, c'est des nouvelles façons de diffuser l'information qui ne passent plus tellement par l'espace public numérique, mais qui passent par l'espace privé numérique. Et je voulais prendre comme exemple en fait, un certain nombre de médias interdits qui font le choix de diffuser leur contenu par envoi par mail, en fait. Ce qui change complètement les choses, c'est-à-dire qu'au lieu de publier les contenus sur une plateforme publique ouverte à tous, il faut s'abonner et on reçoit dans sa propre boîte mail les contenus, voilà, les contenus bloqués. Et en fait, ce mode de diffusion, me semble-t-il, pourrait faire écho peut-être à des pratiques issues du samizdat où on va se passer les informations de boîte mail en boîte mail plutôt que de les mettre sur un site internet ou sur un réseau social peu protégé. Voilà, bon, c'était l'un des exemples. Ce qui m'évoque aussi peut-être le samizdat, c'est un certain nombre de controverses qui sont en train de surgir, notamment autour d'œuvres littéraires. Et je trouve que là, le fait que des œuvres littéraires soient enrôlées dans voilà, dans ces débats, dans ces questions de contrôle de l'espace public, je pensais notamment à la controverse en cours autour de 1984 de George Orwell, Oui. qui fait l'objet d'une complète réinterprétation par les autorités russes, qui voit en fait une dénonciation du libéralisme et pas une critique de l'autoritarisme ou du totalitarisme. Enfin voilà, donc le fait que la littérature entre voilà, dans les controverses me fait écho, me semble-t-il, à voilà, ce qu'on pouvait voir peut-être du samizdat. Voilà, mais ce que je réponds est très impressionniste. Je pense qu'il faut peut-être creuser dans ces différentes directions. Pour ce qui est de la fiabilité des outils techniques, et qu'il s'agisse des VPN ou des réseaux sociaux comme Telegram, effectivement, il y a toute comment dire, une sensibilité nouvelle peut-être à cette question de la fiabilité des outils techniques et de la surveillance dont ils font l'objet ou pas. Et à ce titre, il faut souligner le rôle très important joué par un certain nombre d'associations de défense des libertés numériques. Il y en a plusieurs en Russie. Une qui s'appelle Roskomsvaboda, qui fait beaucoup pour promouvoir des usages plus sûrs des outils numériques. Il y en a une autre qui s'appelle la Société de défense d'Internet, qui là aussi fait beaucoup d'éducation en fait à la sécurité numérique. Quand ils évoquent les VPN, en fait, ils incitent leurs utilisateurs à utiliser des VPN qui sont comment dire, validés par eux-mêmes, c'est-à-dire que la qualité du VPN est testée par ces experts qui vont faire la réputation de tel ou tel VPN, et surtout ils incitent en fait les utilisateurs à recourir à des VPN payants et pas des VPN gratuits, parce que le VPN gratuit peut être susceptible de vendre une partie des données qu'il récolte pour voilà, rentabiliser l'outil. Et donc, le premier conseil, c'est de payer son VPN pour être sûr qu'il garantit la conservation des données. Et pour ce qui est de Telegram, la question est un peu sensible, puisque Telegram, effectivement, a été fondé par Pavel Durov, donc le fondateur de Vkontakte, qui a dû s'exiler quand Vkontakte a été repris en main par les autorités. En 2018, Telegram a refusé de donner ses clés de chiffrement au FSB, au service de sécurité, ce qui a conduit les autorités russes à interdire Telegram en Russie, mais les ingénieurs de Telegram ont réussi à contourner le blocage et la plateforme est toujours active. Mais ce qui fait peser malgré tout une suspicion
sur cet outil, c'est-à-dire pourquoi cette plateforme est-elle toujours active. Et donc là aussi, un certain nombre d'internautes migrent vers des outils comme Signal pour essayer de s'assurer une protection plus grande. Donc on voit bien que ces usages d'Internet en fait sont très changeants. On assiste vraiment à la migration des utilisateurs d'une plateforme vers l'autre, donc très changeant, et en même temps avec à chaque fois une espèce de compétence aussi qui s'acquiert et de réflexivité qui s'acquiert dans l'usage de ces outils numériques. Voilà, je m'arrête là. Merci. Donc, on reste dans le même ordre, Gilles. Merci pour les questions. Je vais répondre à tes questions, Clémentine, et aussi à celle de Olivier Ferrando, qui était en lien direct avec mon intervention. Donc, en ce qui concerne les moyens, donc, on ne connaît pas exactement les moyens des services répressifs russes. Néanmoins, leur capacité d'intimidation est réelle, si tu veux. Si la question est de savoir, bon, s'il y avait des millions de gens, de Russes dans la rue, est-ce que les services répressifs auraient les moyens de tenir face à cela? Je n'en sais rien. Probablement non, mais pour l'heure, ça marche très très bien parce qu'en effet, il y a une économie de la répression qui est éprouvée, qui fonctionne sur le fait qu'il y a des personnes emblématiques censées représenter des groupes sociaux qui sont très lourdement réprimés et que les relais d'intimidation sont extrêmement présents dans la société. C'était le sens de ce que disait Françoise tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à l'école, c'est au travail, c'est dans les familles, et ce n'est pas uniquement la police qui s'occupe de ce travail-là. Donc on a quand même un contexte qui, en effet, contribue à diffuser des tactiques, enfin, comment dire, des pratiques qui intériorisent des formes de peur, d'intimidation. Et moi, je crois beaucoup au fait que la peur fonctionne en Russie et que si beaucoup de gens ne s'engagent pas plus activement, c'est qu'ils ont peur de la répression. Et on ne peut, pour l'instant, que leur donner raison eu égard aux moyens des services répressifs. En ce qui concerne la résistance par le droit, oui, ça c'est un paradoxe, enfin c'est pas un paradoxe d'ailleurs, c'est tout à fait logique, mais c'est ancré ça dans l'histoire russe récente, c'est-à-dire que le droit est extrêmement présent, il y a énormément d'écoles de droit, on peut être formé de différentes manières au droit en Russie. Dès les débuts de la perestroïka, il y avait des coopératives d'assistance juridique, et alors que même dans les années 90, on disait c'est la loi du plus fort, c'est les affrontements, les règlements de compte, etc. Le droit était extrêmement présent. En réalité, donc pour plusieurs raisons, mais c'est parce qu'il y a divers usages du droit. C'est ce qu'a montré la sociologue Catherine Henley en montrant que dans 90% des cas qui passent devant la justice, le droit fonctionne bien en Russie parce que si c'est des litiges mineurs entre des gens qui sont peu protégés, la justice est à peu près fonctionnelle et que donc on peut recourir au droit en ayant des chances en pensant que la justice va être impartiale. Mais dès que les cas concernent de grandes sommes d'argent, concernent des gens connectés politiquement, protégés, etc., ce n'est plus du tout le cas. Et là, la justice est aux ordres, très clairement, du pouvoir politique. C'est donc cette dualité du système judiciaire russe qui a été très bien montrée par les sociologues du droit depuis quelques années. Ce qui fait que donc il y a des juristes, il y a des avocats, il y a des gens spécialisés, il y a des gens qui le font en croyant aux vertus impartiales du droit. Et par ailleurs, donc ça c'est plus relié à ce que je mentionnais les travaux de Renata Mustafina tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut aussi se servir, comment dire, des procès pour faire avancer des causes en quelque sorte. C'est-à-dire que si des avocats vont décider de s'investir dans telle ou telle cause, c'est pas forcément parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner le procès, mais parce qu'ils pensent que ce faisant, ils vont avoir aussi une tribune qui va leur permettre de faire passer des idées progressistes dans ce pays. Voilà, donc c'est ce qui explique que quand même ces pratiques de résistance par le droit. Pour l'instant, on les a vues mises en œuvre dans le cas russe, mais là, j'ai pas eu le temps de regarder trop en détail, mais enfin, on parle quand même d'avocats qui ont été réprimés. Alors, combien de cas ça concerne exactement? Est-ce que c'est un phénomène plus important que je ne le pense pour l'instant? C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, en tout cas dans les temps qui viennent.
Et puis pour la question d'Olivier, c'est une très bonne question sur la collusion potentielle des services de renseignement, c'est-à-dire c'est tout ce qui est, non seulement moi j'ai parlé un petit peu de la violence extrajudiciaire sur le sol russe, mais il est évident qu'un État comme la Russie aujourd'hui, c'est un État qui possède également des moyens de réaliser des pratiques de violence extrajudiciaire à l'extérieur du sol russe. C'est-à-dire, on l'a vu dans le passé récent, c'est-à-dire que le bras armé de l'État russe peut s'étendre tout à fait au-delà des frontières. Ce n'est pas le seul pays comme ça, il y en a beaucoup, il y a presque qu'il soit plus ou moins autoritaire, plus ou moins démocratique. Il y a quand même une capacité à utiliser la violence extrajudiciaire au-delà des frontières. Mais dans le cas russe, c'est évidemment corroboré par un tas de pratiques qu'on a vues dans le passé récent, et sans parler du cas de la Tchétchénie, que Anne connaît mieux que moi, mais enfin qui se caractérise précisément par des savoir-faire extrêmement éprouvés dans le fait de frapper des opposants hors des frontières. Donc ça, malheureusement, je ne serais pas étonné dans les mois qui viennent qu'on ait, qu'on ait des choses qui nous le rappellent très clairement. Hélas. En ce qui concerne la coopération à proprement parler avec les services de renseignement centra-asiatiques, là, je ne suis pas compétent pour te le dire. Je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais rien n'interdit de le penser, c'est-à-dire qu'avec des États extrêmement proches, comme il y en a dans l'espace post-soviétique, on peut imaginer qu'il y ait des échanges de renseignements et des services rendus de part et d'autre, oui, sans aucun problème. Bon, je ne sais pas si j'ai encore une minute. Oui, bien sûr. Je prends sur moi la responsabilité et c'est moi qui serai. Je demande à être punie pour tout le monde si jamais vous m'en voulez. Donc, 5 minutes. J'ai vu aussi que tu avais commencé à répondre aux questions par écrit. Voilà. Donc, voilà. Oui, j'ai essayé. Alors, ce serait pour la question des minorités nationales, je la prendrai un petit peu autrement. Je pense que la question des minorités nationales, là, depuis le début du conflit, elle a plutôt été évoquée en fait par rapport à la question des soldats, de la conscription et de l'envoi de forces militaires en Ukraine. Et disons que c'est une composante qui serait ethnique et qui en fait est plutôt analysée par les spécialistes de ces régions comme autant sociale qu'ethnique justement, mais qui a aussi tendance à être montée un peu en épingle par la partie ukrainienne comme étant de manière ethnicisante, avec les Bouriates, les Daguestanais, les Tchétchènes. Alors bien sûr, les Tchétchènes avec cette composante particulière que c'est des forces dont on ne sait jamais très bien si elles ont été envoyées directement par Kadyrov ou si elles sont sous vraiment commandement russe, et qu'il y a en permanence un jeu sur l'ambiguïté qui est destiné à faire peur, qui est destiné à agiter l'épouvantail d'une violence encore plus potentiellement plus extrême. C'est une sorte de ça c'est sûr, mais c'est plutôt dans ce sens-là, je dirais, que ça a été utilisé. Et pour ce qui est des Ukrainiens, en fait, c'est plutôt le fait d'aider les gens qui ont un passeport ukrainien et qui ne peuvent pas sortir, par exemple, de Mariupol autrement que, ou des territoires comme le Donbass enfin comme Lugansk et Donetsk, autrement que par la Russie, à sortir. Et en ce qui concerne, oui, j'ai donc répondu à Olga. Je pense qu'il y a deux questions sur la question effectivement des ruptures entre les familles et du fait que les familles entre l'Ukraine et la Russie ne peuvent plus se parler. C'est une vraie question. Ça répond peut-être un petit peu aussi à la question d'Aude, mais je n'aurai pas le temps de le faire là. C'est devenu extrême. Oui, c'est encore possible pour certaines personnes, on va dire, plus que des organisations qui avaient, depuis peut-être la fin de l'Union soviétique, par exemple à l'intérieur de l'organisation Mémorial, qui avait des branches en Ukraine, de pouvoir dialoguer et qui continuent à le faire. Certaines plateformes qui existaient entre des défenseurs des droits de l'homme ukrainiens et russes qui travaillaient sur les criminels de guerre et sur les crimes de guerre. Oui, il y a encore et il y aura peut-être dans l'avenir des formes de coopération où certains militants russes en exil travaillent aujourd'hui sur la poursuite des criminels de guerre éventuellement via des organisations occidentales pour des organisations qui sont aussi en Ukraine. Mais tout ça est quasiment, je dirais,
presque clandestin, très très cloisonné, très ténu, et en tout cas pas affiché dans l'espace public. Et l'heure est plutôt à dire que voilà, il n'y a plus de dialogue possible et que justement là une sorte de dérive des continents entre les deux sociétés, avec bien sûr un argument qui est aussi très construit un côté ukrainien sur voilà ce que je disais tout à l'heure, hein, ces morts de Maïdan qui sont mises en avant comme une sorte de preuve de capacité de résistance que n'auraient pas les Russes en fait, sans forcément évidemment et en niant par ce fait hein, la différence des régimes, la différence de la répression justement entre l'Ukraine et le régime russe et le régime ukrainien. Voilà ce que je pouvais dire très rapidement. Et sur la question, oui, pardon, sur finalement, comment pouvez-vous caractériser enfin, justement, moi, je n'ai pas de réponse, définitive, si ce n'est qu'elle est sûrement, enfin, je pense qu'on a essayé d'expliquer qu'elle était beaucoup plus complexe qu'un simple sondage, même de l'Institut Levada, sur 83% de la population soutient l'opération spéciale. Voilà. Merci beaucoup. Encore merci à la FSP pour avoir organisé cette séance. Encore merci à nos 3 intervenants. Donc, au début, je me suis trompée. Donc, vous trouvez normalement, maintenant, ça y est, les liens sont accessibles dans le chat. Et donc, on vous remercie encore. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée.